Vous savez qu'une des choses qui m'intéresse le plus, c'est le fonctionnement des sociétés. Comment fonctionne une société? Comment elle fonctionne dans ses compartimentages, en quelque sorte, dans ses divisions spatiales, par exemple le rôle des hommes et des femmes, et comment elle fonctionne dans le temps, c'est-à-dire par quelle phase elle passe successivement et de façon cyclique. Et sur ces deux points, je pense qu'il y a un grave déficit de réflexion et d'explication. Donc nous vivons actuellement dans une sorte de flou concernant le fonctionnement des sociétés, et on nous propose des modes de fonctionnement qui sont assez fictifs, par exemple le calendrier électoral, par exemple le salaire. Le calendrier électoral parce que ça fixe des échéances qui n'ont aucun fondement scientifique, ni dans la durée, ni au moment où ces échéances ont lieu. Et en ce qui concerne le salaire, parce que ça pose des critères d'appréciation quelque sorte de la qualité du citoyen, qui sont fonction du contrat de travail et qui ne tiennent pas compte de la qualité du travail, mais seulement du nombre d'heures de travail. D'ailleurs, la fameuse formule des 35 heures veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire on est payé pour être présent sur des lieux pendant un certain nombre d'heures. Comme si c'était ça le critère. Donc, dans les deux cas, il y a un phénomène de temps. La durée du mandat, la durée du travail, mais dans les deux cas, ce sont des modes d'évaluation qui sont extrêmement douteux. Alors, il est clair que ce sont des modes douteux qui ne sont que des palliatifs et des pis-aller qui se substituent, qui pallient une certaine absence structurelle, une certaine absence de grille, une certaine absence de modèle. Le mode d'élection, par exemple, c'est une fantaisie totale. En réalité, c'est parce que le droit constitutionnel n'est pas capable de s'articuler sur des critères psychologiques viables, qui permettraient de dire, par exemple, qu'une société doit passer par une phase A, une phase B. Donc, puisqu'on n'a pas cette capacité épistémologiquement et scientifiquement de définir le temps nécessaire pour que l'on passe d'une phase à une autre, le temps que chaque phase doit comporter, eh bien, on lance comme ça un processus électoral qui se fait à n'importe quel moment et qui est censé durer un temps qui n'a rien à voir avec la réalité psychologique. Et donc, finalement, je pense que le XXIe siècle, s'il trouve véritablement son ancrage au niveau psychologique, permettra de se passer du système électoral actuel. Bon, alors effectivement, moi j'ai suivi à la fin des années 60, les cours de Maurice Duverger en sociologie politique, qui nous expliquait doctement qu'il fallait que la société s'organisait en deux grands partis, de façon à permettre l'alternance, etc. Mais tout ça, ça correspond à une certaine période. Mais à mon avis, ça c'est aussi complètement dépassé. La notion de parti politique est dépassée. Ce qui est important, c'est l'organisation de la société. C'est pas d'ailleurs par hasard qu'on a créé l'ENA, l'École nationale d'administration, et que au fond, on peut être énarque à gauche comme à droite. Ce qui montre bien qu'il y a le même personnel, la même formation dans les deux cas. Donc on va relativiser certainement à l'avenir les notions de gauche et de droite. En revanche, on va mettre au cœur de la vie sociale, de la vie de la cité, l'idée qu'on passe par des phases successives qui correspondent à des climats totalement différents. Les uns plutôt favorables à ce qu'on pourrait appeler la droite, mais en fin de compte, c'est une façon de parler,
Puisqu'on sait aujourd'hui d'ailleurs que les partis de gauche pratiquent des politiques de droite et les partis de droite des politiques de gauche, donc tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais en revanche, effectivement, il y a des temps où il faut pratiquer une politique de droite. Si on veut, c'est une politique dictatoriale d'une certaine manière, une politique où il y a une centralisation sur le chef, sur un exécutif extrêmement resserré, et à d'autres moments du cycle, une politique de gauche qui correspond à un régime d'assemblée, un régime de vie collective, de concertation, de partage, de plein emploi, alors que la phase première implique au contraire une réduction du nombre d'emplois. Tout ça, au lieu que ce soit dramatisé en disant voilà, il faut le plein emploi, etc. Non, ça correspond. Il y a des moments où la société a besoin de plein emploi et des moments où elle a besoin de réduire ses emplois. Et bon, bah, il ne s'agit pas de faire des théories générales qui ont une valeur absolue de façon intemporelle. Il s'agit de dire que nous vivons dans une société où à certaines périodes, les gens seront employés, d'autres périodes, elles ne seront plus employées de la même façon, et donc ce sera un travail épisodique, si on peut dire. Il y a des moments, il y aura, comme dirait l'Ecclésiaste, un temps pour chaque chose. Alors je change de sujet et je passe à la question des hommes et des femmes, qui est aussi une question absolument essentielle pour comprendre le fonctionnement des sociétés. En dépit de tous les dénis qui vont être affirmés par les uns et par les autres. Je crois que j'ai assisté, il y a très peu de temps, enfin ce matin d'ailleurs, à l'idée que les femmes sont avant tout des êtres sociaux, en quelque sorte, zone politikon, dans le sens, ce sont des êtres qui ont besoin de se retrouver entre elles, de faire constituer une communauté, de communier, de partager. Bon. Elles n'ont pas foncièrement un processus individualiste. C'est d'ailleurs à la fois une force et une faiblesse, évidemment. C'est une faiblesse parce qu'elles n'arrivent pas à créer des personnages qui ont une véritable autorité, qui ont un véritable charisme et qui influent sur un ensemble, qui ont une véritable dimension solaire. Les femmes seraient plutôt lunaires de ce point de vue-là. Bon, mais c'est sur un plan purement symbolique, qui n'est pas d'ailleurs celui que je préconise par ailleurs. Et par conséquent, on ne peut pas nier cela. Nier que les femmes ont un rôle à jouer du fait qu'elles se rassemblent autour d'un centre, c'est un fait social. Pourquoi le nier? Et pourquoi nier cette fonction qui est en elle-même intéressante et importante par-delà la question du travail? Le travail, il n'y a pas que cela. Une vie sociale, c'est aussi la participation à des activités associatives, à des activités religieuses, à des activités communautaires, et pas uniquement le travail salarié où on est payé tant et on se demande si on est payé autant que les hommes, etc. Ça, c'est du pipeau. Bon. À cela, et j'ajouterai pour terminer sur une pointe un peu humoristique, que ce sont dans ces lieux où les femmes se retrouvent et se rassemblent que les hommes peuvent trouver, en quelque sorte, le partenaire pour leur couple. N'est-ce pas? C'est aussi des lieux de présence féminine qui sont des lieux où il est légitime que des hommes viennent pour rechercher une compagne. Pourquoi pas? Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils vont la couper de ce groupe en question. Ils vont au contraire, quelque part, enfin ça peut être aussi discutable, ils vont effectivement faire partie de cet ensemble en tant que le compagnon de cette femme qui fait partie de ce groupe, etc. Donc c'est comme ça que de façon un peu concentrique, voilà quelques idées comme ça très rapides pour vous montrer comment je vois le fonctionnement des sociétés, en montrant bien évidemment, tout à l'heure j'ai parlé de ces périodes de droite et de gauche, que dans les périodes de droite qui sont des périodes d'autoritarisme et de personnages qui ont une sorte d'omniscience, omnipotence et qui ont besoin de personnes autour d'eux, ça c'est plutôt une période masculine, et les périodes au contraire d'assemblée, de rassemblement, qui sont des périodes féminines.